je vous propose que nous commencions quasiment à l'heure ce nouveau webinaire, de la rentrée, où j'ai le plaisir de retrouver mon comparse Arnaud Guézin, que je vais bientôt présenter, pour vous parler ce soir de la protection des smartphones de nos ados. Comment faire en sorte que leur téléphone ne laisse pas fuiter trop d'informations et puisse être en mode sécurité au maximum. Alors, je vais rapidement vous présenter Arnaud. Arnaud, il est ingénieur, il est geek, c'est monsieur numérique de l'équipe, il est papa de 2 enfants et c'est lui qui a eu l'idée de créer MyTwiga il y a presque 3 ans maintenant, 3 ans de cela, eh bien, pour protéger nos ados et surtout pour leur apprendre à être des citoyens numériques responsables et autonomes. Et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Merci Nadège pour cette présentation. Alors, Nadège, psychologue et spécialiste des relations parents-enfants, parents-adolescents depuis plus de 15 ans et qui apporte toute l'approche pédagogique indispensable à notre projet. Alors, on continue notre série de webinaires que nous avions laissés avant les vacances avec un sujet spécial rentrée, comment protéger le smartphone de son ado quand l'on vient ou qu'on a fini finalement par lui donner pour sa rentrée des classes. Quelles sont les premières actions à faire sur ce fameux téléphone qui va lui donner accès au monde numérique? Et la première chose dont on va parler avant de parler du smartphone, c'est de l'ado lui-même. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le smartphone qu'on veut protéger, mais c'est l'ado qui l'utilise. Or, protéger un ado, ça n'est pas protéger un enfant. On ne protège pas un ado en le contrôlant ou en le surveillant, mais en le responsabilisant et en le faisant progresser. C'est ce qui est présenté ici avec le fameux cadre d'autonomie que certains d'entre vous connaissent déjà et qui, dans le cadre de l'utilisation du smartphone, demande maintenant aux parents d'allier à la fois la pédagogie et un minimum de compétences numériques. Donc, avant de vous présenter concrètement les points de vigilance et les points à discuter avec votre ado pour protéger son smartphone, eh bien, Nadège va nous parler du pourquoi. Pourquoi l'ado a besoin d'être encore protégé et pourquoi il a surtout besoin d'être protégé comme un ado et pas comme un enfant. Nadège, je te laisse nous dévoiler les secrets de nos ados. Oui, alors on va essayer rapidement, évidemment, il va falloir faire une sélection, mais déjà essayer de comprendre pourquoi ça peut être compliqué pour nos ados de se protéger, pourquoi ils vont nous dire à chaque fois qu'on leur dit « t'es sûr de ce que tu fais ?» Ils vont nous dire « mais t'inquiète pas, je gère, moi je sais faire ». Alors dans les raisons qui expliquent que voilà, ça peut être plus compliqué pour nos ados et puis que ce sont des ados et pas des enfants. J'ai choisi ce soir de vous présenter 3 raisons particulières que je vais développer rapidement. La première qui est autour des transformations qu'ils connaissent au moment de l'adolescence et notamment des transformations neurologiques. Et puis, j'aimerais quand même pouvoir vous parler un peu de toutes ces transformations là plutôt psychiques et de l'identité au moment de l'adolescence qui expliquent que nos ados auront tendance à aller vers la transgression, à tenter des choses peut-être un peu dangereuses, en tout cas à se croire invincible parfois. Et puis enfin, le fameux il est un grand, maintenant il est grand, qui va expliquer certaines de leurs réactions. Alors, je commence déjà, pour ceux et celles qui ont déjà suivi les webinaires avec nous, j'en ai déjà parlé, mais je crois que c'est indispensable de recommencer. Je vais d'abord parler du fameux cerveau de l'adolescent, ce cerveau qui vit et subit tellement de transformations au moment de l'adolescence. Alors, on sait aujourd'hui que l'adolescence est le moment d'une deuxième fenêtre développementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de l'adolescence, le cerveau humain se réorganise, met en place de nouvelles connexions, quitte aussi certaines connexions. Et au moment de l'adolescence, il y a 30%, c'est vraiment énorme, 30% des connexions synaptiques qui se réorganisent. Alors, il y a un certain nombre de conséquences, mais celle que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est que dans ces conséquences,
notre adolescent, nos adolescents vont être moins capables, moins performants dans le fait d'anticiper les conséquences à moyen et à long terme. Alors, ils vont se rendre compte du danger. Quand on les met dans des simulateurs et autres, ils sont capables d'anticiper le danger, mais par contre, ils verront moins facilement les conséquences qu'il pourra y avoir et ils seront également beaucoup plus sensibles à une récompense immédiate, à une récompense rapide, parce que leur circuit de la récompense est beaucoup plus actif. Donc cela explique que nos adolescents savent qu'il faut se protéger et qu'il faut protéger leur téléphone portable, mais quand ils sont pris dans le feu de l'action et notamment dans l'émotion et dans l'effet de groupe, parce que c'est un des éléments qui joue aussi, eh bien, ils auront une capacité pour, j'ai envie de dire, freiner, pour empêcher le plaisir qui sera beaucoup moins bonne que les adultes. Donc, c'est un premier élément qui explique pourquoi pour eux, la protection peut être un peu plus difficile. J'insiste, ce n'est pas qu'ils n'ont pas conscience, mais que c'est plus difficile pour eux de la mettre en place. Deuxième élément que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est qu'au moment de l'adolescence, dans les mouvements psychiques, cette fois, qu'on a tendance à découvrir, eh bien, au moment de l'adolescence, nos adolescents vont vivre ce qu'on appelle des rites de passage. Alors, ces rites de passage, avant, ils viennent dans les temps anciens de ce qu'on appelait l'expérience ordalique. Alors, qu'est-ce que l'expérience ordalique? L'expérience ordalique, c'était le fait d'être soumis à une épreuve exceptionnelle, une épreuve qui allait vous obliger à prouver votre valeur, à prouver votre capacité à devenir un homme. Alors, le mythe d'Oedipe, le voyage d'Oedipe est particulièrement une expérience ordalique ou plus près de nous, entre guillemets, dans le lion de Kessel, eh bien, il est décrit l'expérience ordalique du guerrier Maasai qui doit aller tuer un lion pour pouvoir prouver qu'il a le droit de devenir un guerrier. Alors, plus près de nous, eh bien, c'est ce qu'on appelle les rites de passage. Et pendant très longtemps, eh bien, ces rites de passage, ils étaient marqués soit par les religions, les confirmations, les bar mitzvahs, ce genre de choses, soit par des événements importants qui marquaient votre statut d'adulte, le baccalauréat, le permis de conduire, ou bien, le service militaire pour les jeunes hommes. Et on voit aujourd'hui que ces rites de passage diminuent de plus en plus dans notre société. Alors, il reste quand même les premières fois, la première cigarette, la première boum, la première sortie, mais on voit bien que dans notre société moderne, ces rites de passage marqués, institutionnalisés, disparaissent de plus en plus. Et un certain nombre de psychologues et de sociologues pensent que comme ces rites de passage disparaissent, les adolescents ont besoin de s'en inventer de nouveau, ont besoin d'avoir quand même ce passage qui prouve leur valeur et surtout qui montre qu'ils sont dans un état, dans un statut particulier. Et c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, où on se demande si notamment ces défis sur Internet, vous savez, toutes ces challenges qui apparaissent, toutes ces aussi challenges qui peuvent apparaître sur montrer une photo sexy, etc., oser s'exposer, tout ça fait partie de ces rites de passage que l'on peut retrouver et qui font que l'ado va malheureusement se retrouver très souvent entraîné dans un processus qu'il ne contrôle pas très bien. Alors, on est toujours là un petit peu entre rite de passage et exhibitionnisme. C'est ça qui est compliqué, mais parce qu'à l'adolescence, c'est compliqué pour eux, là encore, de freiner ces envies. Mais on retrouve tous ces phénomènes au moment de l'adolescence. Pas chez tous les adolescents, mais c'est ce qui va expliquer ce que votre adolescent va aussi répéter encore et encore, le « t'inquiète, je gère, je suis grand, je suis plus un bébé, je sais faire, je peux me protéger », etc., etc. Et tout ça explique qu'évidemment, quand vous allez arriver devant votre adolescent
pour lui dire, eh bien, écoute, il faudrait que tu protèges ton téléphone, ce serait bien de faire attention, il risque de vous répondre, ouais, non, mais pas la peine, parce que moi, je gère. Alors, il y a quand même un point sur lequel nous sommes aujourd'hui tous d'accord, c'est que même s'ils deviennent grands, et c'est important, nous le verrons, de reconnaître qu'ils deviennent grands, la maturité cérébrale, c'est 25 ans, la fin de l'adolescence, je vous le rappelle, c'est 25 ans. Alors bien sûr, ils vont devenir des grands adultes, mais globalement, jusqu'à 17, 18 ans, voire 20 ans, ils ont vraiment besoin de nous. Alors voilà les phrases à surtout ne pas dire à votre adolescent quand vous voyez qu'il ne protège pas suffisamment son téléphone. La première, c'est, puisque c'est comme ça, plus de téléphone. Alors, bien sûr, c'est tentant, hein, on a tous cette phrase dans la bouche et une terrible envie de la dire, mais le problème, c'est que d'abord, vous finirez par lui rendre le téléphone parce qu'à un moment ou à un autre, il vous expliquera qu'il en a besoin et puis vous aurez besoin de le contacter. Et puis surtout, on l'a vu dans le webinaire avant les vacances sur les arnaques de nos ados, ils risquent de toute façon de contourner. Donc, évitez ce genre de menace que vous ne pourrez pas tenir et qui fait qu'après, votre autorité perd quand même un peu de son impact. Deuxième phrase, vous l'aurez compris, à éviter, tu es trop jeune pour te protéger. Alors, tu es trop jeune pour te protéger, vous pouvez l'allier aussi avec cette phrase, il va t'arriver de gros ennuis. Pourquoi? Eh bien parce que le message que vous envoyez à votre ado à ce moment-là, c'est de toute façon, tu cours à la catastrophe, tu ne sais pas gérer, tu ne vas pas y arriver. Et quand votre ado va se retrouver en difficulté ou peut-être sur le point de faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, eh bien, il va se dire, de toute façon, puisque je ne sais pas me protéger, de toute façon, puisque je ne sais pas faire, autant y aller. Et donc, ça, c'est le problème, sans compter que cela peut entraîner ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices et que votre ado, effectivement, un peu par bravade, un peu par perte de confiance, peut se mettre en difficulté. Et puis, surtout, il y a une phrase qu'il faut à tout prix éviter. S'il t'arrive un problème, pas la peine de venir te plaindre. Alors pourquoi il faut à tout prix éviter cette phrase? Parce que s'il arrive quelque chose à votre ado, et il peut arriver quelque chose à votre ado, sexting, phishing, etc., harcèlement, il peut lui arriver un certain nombre de choses, cyberharcèlement, eh bien, il ne viendra pas vous en parler. C'est déjà très difficile d'en parler pour un ado, mais si en plus vous lui avez annoncé que ça ne servait à rien, eh bien, il ne viendra pas. D'où le fait que dans les approches possibles et dans les phrases à dire, il y en a une que vous devez répéter encore et encore, nous sommes là quoi qu'il arrive. Même si tu fais une bêtise, même s'il y a quelque chose de grave, la première chose à faire, c'est de nous en parler. On réglera d'abord le problème, peut-être qu'après, tu auras le droit à une remise en forme et un cadre plus restreint, mais quoi qu'il arrive, il faut pouvoir nous en parler. Et puis, il y a deux autres phrases sur lesquelles je vais finir ma présentation avant que tu puisses continuer, Arnaud. La première, et qui peut être liée avec la deuxième, c'est d'expliquer que toutes ces protections, eh bien, vous les souhaitez, vous les mettez en place, pas seulement parce que c'est un ado, bien au contraire. Vous les mettez en place parce qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour lui, mais elles sont nécessaires pour vous aussi. C'est une question de sécurité, pas de contrôle. Et quand votre ado vous dit oui, tu ne me fais pas confiance, eh bien vous pouvez lui répondre, c'est une sécurité dont moi j'ai besoin, d'ailleurs que j'ai mis en place moi aussi éventuellement. Et tant pis si vous passez pour un père ou une mère flippée, et tant pis si votre ado n'est pas content. Mais il est important de lui expliquer que cette sécurité fait partie du cadre que vous avez, vous, l'obligation de poser en tant qu'adulte. Arnaud, je te passe la main. Merci pour ces éclairages très instructifs et surtout pour ce nouveau mot ordalité. Pas sûr que j'arrive à le recaser dans une conversation, mais on ne sait-on jamais. Alors maintenant qu'on connaît le pourquoi et un peu le comment aborder ces choses avec son ado, on va parler spécifiquement du portable, car c'est devenu l'outil incontournable de la vie de nos ados et c'est un outil très puissant qui peut potentiellement être dangereux avec une mauvaise utilisation, surtout après ce qu'on vient de voir.
Alors, quels sont les premiers points à vérifier et à discuter avec votre ado quand vous lui donnez un téléphone portable, sachant qu'il ne s'agit pas de brider ou de fliquer, mais de mettre un cadre sécurisé pour ensuite pouvoir faire progresser votre ado vers l'autonomie. On va donc voir ensemble ces 6 points à vérifier qui pourront amener par la même occasion à des discussions avec votre ado sur ces différents sujets. Alors, le premier point, c'est la création du compte. Quand vous donnez un smartphone à votre ado, la toute première chose que vous avez à faire, c'est de créer un compte pour votre ado. C'est ce qui vous sera demandé à l'ouverture du téléphone. Ce sera soit un compte Google pour un téléphone qui fonctionne sous Android, soit un compte Apple pour un iPhone. Il faut ouvrir un vrai compte avec le bon âge. Vous n'êtes pas obligé de communiquer toutes les données personnelles, mais l'âge doit être le bon parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un environnement adapté. Ce compte doit être rattaché à un compte familial, et ce, quel que soit le type de smartphone, Apple ou Android. Ça tombe bien puisque si votre ado a en dessous de 15 ans, c'est obligatoire. Et lors de la création du compte, vous serez obligé de le rattacher à un compte familial. C'est très important car c'est ce qui va vous permettre ensuite d'instaurer un cadre d'utilisation. Une fois rattaché au compte familial, vous aurez à définir les règles d'utilisation à travers la configuration des paramètres familiaux qui maintenant permettent de faire beaucoup de choses, que ce soit avec Google Family Link ou avec Apple Family Sharing. Alors, le but de ce webinaire, ce n'est pas de vous présenter les fonctionnalités de cette configuration. Pour ça, je vous renvoie vers notre webinaire que nous avions fait sur le cadre et qui explique justement tout ce qu'on peut faire et comment on peut faire évoluer le cadre avec la pédagogie adaptée. À savoir que nous avons fait aussi des tutos qui expliquent très bien comment configurer ces paramètres familiaux. Un petit point d'attention pour les téléphones sous Android. Paramétrez bien le fait qu'il n'y ait qu'un seul compte sur le téléphone, sinon ça ne sert à rien. Je vous renvoie là à notre webinaire sur les meilleures arnaques de nos ados. Alors, le deuxième point, assez évident, mais c'est bien d'en parler, c'est de sécuriser l'accès au portable. Il faut que votre ado protège l'accès de son portable. Alors, les méthodes pour sécuriser l'accès au portable, que ce soit un code, une empreinte faciale, sont à configurer de toute façon au début du paramétrage, mais c'est bien de ne pas le faire à la légère. C'est l'occasion de bien faire comprendre à votre ado que le portable, avec toutes les informations qu'il contient, est un endroit qu'il faut sécuriser naturellement. Le téléphone est devenu un peu sa chambre. Et même les parents n'ont pas forcément à rentrer comme ça, du moins sans prévenir. Alors, à vous de voir si vous souhaitez connaître son code d'accès. Ça peut se concevoir au début, ce n'est pas obligé, ça c'est à vous de voir. C'est le moment aussi de rappeler l'importance de tous les mots de passe qui vont devoir être utilisés. Alors, le premier étant celui de son compte Google ou Apple qui a servi à configurer le téléphone. Apprendre à faire un bon mot de passe et savoir le gérer fait partie maintenant des compétences à avoir dans l'univers numérique. Ce qui est important, c'est d'insister que les mots de passe ne se partagent pas et se changent régulièrement. Alors, tous les 3 mois, par exemple, chaque trimestre scolaire, ça peut être une bonne fréquence. À chaque fois qu'on démarre un trimestre, on pense à changer son mot de passe. Le troisième point, ce sont les données personnelles. En fait, avec l'utilisation du téléphone portable, il faut sensibiliser votre ado sur ces données personnelles pour qu'il en ait conscience et soit mieux à même de se protéger. Alors, les données personnelles, ce sont toutes les données qui lui sont propres, alors soit qui le décrivent, soit qui proviennent de son activité. Il est intéressant de faire un tour avec lui, par exemple, sur les autorisations qui ont été données aux applications et de réfléchir à ce que l'on autorise et pourquoi. Pourquoi telle ou telle application donne accès au contact, à la localisation, à ses photos. Cela permet de faire prendre conscience de ce que l'on donne comme information personnelle aux applications. En pratique, sur iPhone, il faut aller dans Paramètres, cliquer sur les applications en question, vérifier ce à quoi elles ont droit avec un focus particulier sur les contacts et la localisation. Sur Google, vous avez aussi énormément de paramètres que les parents peuvent gérer directement depuis le compte famille. Et pour rappel, et d'où l'utilité d'avoir le bon âge sur le compte de votre ado, Google et Apple, normalement, ne peuvent pas utiliser les données des enfants en dessous de 13 ans à des fins commerciales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités de paramétrage pour limiter l'accès aux données personnelles, que ce soit pour votre ado et comme pour vous. Ça fera l'objet de toute façon d'un webinaire à part entière, car c'est un sujet très vaste. Et on pourra traiter aussi du pourquoi les données personnelles sont aussi importantes. On n'en a pas toujours conscience. Voilà, le principal là, c'est de faire prendre conscience du sujet dès maintenant. Le quatrième point, une petite mise en garde contre les tentatives malveillantes de piratage.
Là aussi, c'est un vaste sujet qui demande une prise de conscience plus approfondie. Mais on peut commencer par 3 règles très simples. La première règle, pas de clic sur les liens dans les SMS. Voilà, il y a effectivement beaucoup de choses à apprendre sur les bonnes attitudes. La première chose à laquelle votre ado va être confronté dès qu'il aura une carte SIM, ce sont les SMS avec des tentatives de phishing, d'hameçonnage en français. La règle est simple, ne jamais cliquer sur un lien dans un SMS, comme ça on est tranquille. Deuxième chose, mettre à jour régulièrement les OS, les systèmes d'exploitation. C'est parfois embêtant car on nous demande toujours au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où on doit utiliser son smartphone, mais on peut le programmer la nuit. Alors, c'est important de le faire à chaque fois et que votre ado sache que c'est important de le faire. Cela permet d'avoir un téléphone bien à jour. C'est surtout pour corriger des failles, et il y en a toujours qui ont pu être découvertes et qui sont corrigées au fur et à mesure des versions. Donc, plus votre OS est à jour, plus votre téléphone est sécurisé. Enfin, dites-lui d'éviter les Wi-Fi publics, surtout si votre ado a un forfait limité en termes de transfert de données. Il sera friand de se connecter à des Wi-Fi gratuits qui sont souvent non sécurisés. Alors, il faut bien préciser de ne jamais donner d'informations confidentielles lorsqu'on est connecté à ce type de réseau. Ça pourrait être facilement intercepté. Alors, même si la plupart des connexions se font maintenant sur des sites HTTPS, c'est-à-dire avec une information cryptée, on peut quand même avoir des méta-informations qui peuvent intéresser les pirates. Et surtout, on pourrait être victime d'une attaque dite man in the middle. Alors, sans entrer dans les détails, c'est un pirate qui vous fait croire que vous êtes sur un site alors que vous êtes sur son ordinateur. Et ça, c'est relativement simple à faire avec un Wi-Fi public. Pour info, si votre ado utilise le VPN MyTwiga sur son téléphone, il sera protégé contre ce type d'attaque, du moins dans ce cas de figure précis. Le 5e point, protéger les sous de votre ado, parce qu'il revient à protéger vos sous. Vous devez absolument définir les autorisations d'achat si vous voulez éviter les mauvaises surprises. Votre ado va être rattaché à votre compte familial et c'est votre carte bleue qui sera le moyen de paiement du compte. Donc, vous pouvez décider dans les paramètres familiaux si vous autorisez votre ado à télécharger des applications qui ont des achats intégrés. Et si vous l'autorisez, n'oubliez pas de configurer la demande d'autorisation d'achat, ce qui vous permettra de valider ou non la transaction. Sur Apple, attention à ne pas confondre partage des achats et demande d'autorisation d'achat. Le partage des achats signifie que votre ado bénéficiera des achats que vous avez faits vous-même. Alors que là, il s'agit de bloquer et de demander l'autorisation. Sur Android, c'est pareil, vous pouvez décider de valider tous les contenus payants que votre ado pourra faire. Attention au fait aussi que maintenant, il y a des possibilités de payer via les réseaux sociaux, par exemple Instagram, Messenger et Facebook, qui bénéficient de Facebook Pay. Donc, si votre ado a accès aux réseaux sociaux, il peut faire des paiements directement sur Instagram, par exemple, s'il a un moyen de paiement valide. De toute façon, la gestion de l'argent dans le numérique, avec les différentes possibilités de paiement, mériterait également un webinaire à part entière qu'on planifiera certainement. 6e point, enfin, pour terminer, un point sur le paramétrage des numéros d'urgence. On n'a pas envie que ça arrive, mais on est bien content de l'avoir fait quand ça arrive. Donc, il faut définir avec votre ado les numéros d'urgence que vous allez configurer dans son téléphone. Donc, a priori, votre numéro, et c'est mieux s'il y en a plusieurs. Ce sont les numéros qui apparaîtront en cas d'urgence sans avoir besoin d'accéder au portable. Alors, au-delà de la simple configuration technique, c'est aussi l'occasion de voir avec votre ado les procédures que vous souhaitez instaurer dans le cas de situation qu'il exigerait. Assurez-vous d'ailleurs que votre ado connaisse les numéros d'urgence, au moins le 112, qui est le numéro d'urgence européen, qui sert pour tout. Alors, profitez-en aussi pour voir comment faire en cas de perte ou de vol, notamment pour sécuriser les données personnelles. Les procédures Android ou Apple sont très bien faites dans les deux cas. Voilà, ça m'est arrivé personnellement il n'y a pas longtemps sur un iPhone. J'étais bien content de pouvoir bloquer à distance le téléphone et d'afficher mon numéro en disant merci de me rappeler. Sachez qu'en cas de vol, vous pouvez même supprimer toutes les données personnelles que vous avez dessus, donc à distance, à vérifier si vous avez vos données sauvegardées dans le cloud avant quand même. Voilà pour les 6 points essentiels à vérifier quand on donne son smartphone à un ado. Alors évidemment, c'est que le commencement, c'est que le début on va dire, d'une grande aventure. Comme on l'a dit en introduction, protéger son ado, c'est le rendre autonome et responsable avec un cadre qu'il va falloir faire évoluer de manière adaptée. Et pour faire évoluer le cadre, il faudra s'assurer que votre ado progresse. Et l'apprentissage de l'autonomie, c'est à la fois de la pédagogie, mais aussi de la répétition. Et de la répétition par un maximum de canaux différents et de messagers différents. Et chacun a son importance, que ce soit nous, les parents, l'école, les amis, les grands frères, les grandes sœurs, ou leurs influenceurs au sens large. Voilà pourquoi on a développé un
chez MyTrigger, un parcours d'apprentissage spécifique pour les ados avec toute la pédagogie de MyTrigger, c'est-à-dire sans moralisation, sans infantilisation, puis avec les bonnes phrases à dire. Donc, c'est un parcours qui utilise les codes de communication des ados et que l'on a gamifié. Et dans ce parcours, on va traiter les sujets comme la sécurisation de la vie privée, savoir s'autoréguler, gérer ses réseaux sociaux, comment faire face au cyberharcèlement, comment s'informer correctement, comment gérer les challenges et les défis, on a vu tout à l'heure. Bref, tous les sujets qu'il est nécessaire maintenant de maîtriser pour une vie numérique un minimum sécurisée. Donc ça, c'est pour les ados. Et alors pour les parents, justement, comme en tant que parents, nous devons assumer à la fois le passage à l'adolescence et en même temps faire face aux nouveaux enjeux du numérique et du smartphone. Et vu que pour être crédible, il vaut mieux savoir de quoi on parle, il était normal que les parents aient aussi leur application. Donc c'est pourquoi on a conçu une application à destination des parents qui est un peu le fruit de vos retours du terrain, pour aider à adresser efficacement ce sujet auquel on est tous confrontés. Alors, cette application, elle sortira en novembre sur les App Store et Google Play. Et on y retrouvera toutes les ressources mises à jour, alors y compris les tutos pour bien configurer les paramètres familiaux. Il y aura un parcours qui sera proposé si vous souhaitez vous laisser guider sur des sujets autant pédagogiques que numériques. Il y aura également des actualités. Il y aura un accès aux experts pour des questions personnalisées un peu plus complexes et aussi la possibilité de suivre le parcours de son ado et sa progression.